Yo, salut les installateurs ADSL, bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue dans un nouvel épisode de la WWE dans la nuit des temps. Nous sommes aujourd'hui le 20 juin 2020, ce qui veut dire qu'il y a 10 ans, jour pour jour, la WWE nous présentait un pay-per-view tout à fait unique, parce qu'il n'y en a eu que un. Ce pay-per-view, c'est 4-Way Finale en direct de Uniondale dans l'état de New York, devant 10 000 personnes, pay-per-view qui avait été acheté à l'époque 143 000 fois. Dans ce pay-per-view, franchement, j'ai passé un très bon moment. C'est peut-être parce que j'en avais pas vraiment d'attente particulière que j'ai passé un très bon moment. Mais au niveau des notes, on a quand même eu, alors attendez que je dise pas de bêtises, on a eu 2 matchs 3 étoiles et 2 matchs 3 étoiles et demi. Donc franchement, c'était un très bon pay-per-view. J'ai passé un super moment. En plus de ça, la foule est très active, très chaude. Donc c'est une réussite complète pour ce pay-per-view qui va nous montrer 2 matchs à 4, c'est le concept, Fatal 4-Way, donc pas d'élimination, le premier qui fait le pin remporte le combat, et donc il y aura 2 matchs à 4, un pour le championnat de la WWE et l'autre pour le championnat du monde poids lourd. Et dans ce pay-per-view aussi, les amis, nous aurons les Usos qui font leur début en pay-per-view à la WWE, la toute première fois qu'on les voit en pay-per-view. Un show donc absolument historique. Et alors vous allez me dire, qu'est-ce qu'il fout comme ça avec le... on s'en fout du DVD, etc. Oui, mais à l'époque, c'était Bibi, c'était moi qui faisais les traductions pour les jaquettes et les fascicules des DVD de la WWE. Donc il me les envoyait, c'est pour ça que ça m'a permis de compléter un petit peu ma collection, mais... on va surtout rentrer dès maintenant dans le vif du sujet. Le pay-per-view commence avec Vince McMahon, quelque chose de tout à fait rarissime. Il nous parle un petit peu de Bret Hart, de son rôle de General Manager de Raw, et on nous passe des extraits notamment du dernier Raw, lors duquel la Nexus a un petit peu cassé la gueule de Bret Hart. Sauf que comment ça se passe? Parce que là on est en pleine piscine de chiasse, WWE qui essaye de faire du faux kitsch genre série Z. Bret Hart est dans une limousine, on est d'accord? Jusque là, pas de souci. Sauf que le mec qui conduit la limousine va, entre guillemets, le défoncer. Il va provoquer de manière tout à fait délibérée un accident pour blesser Bret Hart. Sauf que l'accident, il le fait en marche arrière. Donc, on est assis au fond de la limousine. Là où c'est risqué, c'est si on va en avant, que ça pile et boum, on se mange le truc. Marche arrière, si ça bump, on se fait écraser contre la banquette. Donc j'ai envie de dire, Bret Hart là il est un petit peu pépère, non? Donc je comprends pas à quel niveau, à moins que j'ai pas trop compris les cours élémentaires de physique au collège. Selon moi, Bret Hart là c'est impossible qu'il soit blessé. Donc le fait qu'on vende ça comme un truc apocalyptique, c'était vraiment ridicule. Le premier match du show, c'est Drew McIntyre contre Kofi Kingston pour le titre intercontinental. Match de 16 minutes auquel j'ai mis 3 points de suture et demi. C'était vraiment une superbe surprise, j'ai adoré ce match. On a un affrontement classique entre un heel et un face, mais ça prend bien à tel point que la foule américaine, toujours aussi débile qui ne comprend pas ce qui se passe dans un ring, pop énormément lors d'un pin de Kofi Kingston sur Drew, alors que Drew a mis le pied dans les cordes. Ce qui fait que c'est pas la ruse où ça compte jusqu'à 3 et ensuite l'arbitre machin il l'a vu, il renverse entre guillemets la décision. Non, l'arbitre fait le compter 1, compter 24 mois, un petit délice. Il fait le compter 1, 2 et là, il fait pas le compte de 3. Malgré ça, malgré le fait que l'arbitre ne compte pas jusqu'à 3, malgré le fait que Drew McIntyre ait le pied dans les cordes, et ben je vous le donne dans le 1000 les amis, la foule pop, parce que tout le monde pense que Kofi Kingston a gagné. Les ricains sont des débiles mentaux. Petit à petit, la foule devient encore plus investie dans le combat, et même moi, franchement, à un moment, il y a eu un SOS, il y a eu dégagement de Drew McIntyre, j'étais persuadé que c'était la fin du match. Ensuite, il y a tout un micmac avec un arbitre qui se prend un coup, Teddy Long qui était au bord du ring parce que Drew McIntyre l'avait humilié à SmackDown. Drew McIntyre ordonne à Teddy Long de venir dans le ring, il lui met le chandail d'arbitre, le petit maillot d'arbitre, il fait son Future Shock, le finish sur Kofi Kingston, sauf que là, il n'y a personne pour compter, et même Teddy Long, lui, il refuse de compter. Alors tout ça, ça prend beaucoup de temps, je dis ça, je dis rien, c'est juste que Kofi Kingston qui s'est pris le Future Shock, là il est au sol pendant 1 minute 30. Bref, ça commence à chauffer un petit peu entre Teddy et Drew McIntyre. Pendant ce temps-là, Kofi, bien sûr, il en profite pour se relever, porter le Trouble in Paradise et remporter le match et devenir le nouveau champion intercontinental à la suite d'un match que, maintenant vous le savez, était vraiment
topissime. A noter qu'avant le Trouble in Paradise, il y a eu une intervention de Matt Hardy, ce qui fait que malgré un début un petit peu timide, après il y a eu quoi? Il y a eu du in-ring, très bon catch, il y a eu de l'histoire, il y a eu des surprises, bref, tous les éléments pour avoir une réussite complète. Championnat des divas, 6 minutes, 2 points de suture entre Maryse, Gail Kim, Alicia Fox et Eve Torres. C'était bien mieux que ce que je pensais et Alicia Fox devient la nouvelle championne des divas. Comment est-ce qu'elle gagne? Eh bien c'est Eve Torres qui fait un moonsault sur Maryse, sauf que Alicia intervient, elle dégage Torres et elle fait le pin pour remporter la ceinture. Voilà, c'était mieux que ce que je pensais, franchement, match de diva, 2 points de suture, c'était du condensé, hein, et c'était peps, c'était punchy, c'était bien. Jericho arrive dans le ring, il nous fait un petit récap de toute sa carrière au micro, en mentionnant qu'il est imbattable, qu'il est le meilleur dans tout ce qu'il a toujours entrepris. Ce qui va amener un match Jericho-Evan Bourne. Evan Bourne qui veut se faire un nom en montrant au monde qu'il peut rivaliser avec Chris Jericho. Donc Jericho-Evan Bourne, 12 minutes, 3 points de suture. Là on est purement 50-50. Les hommes pour Jericho, les femmes et les enfants pour Evan Bourne. J'aime beaucoup cette foule qui est un petit peu illiche comme ça, là, qui encourage les méchants, notamment qui siffle Evan Bourne lorsqu'il arrive à agripper les cordes lorsque Jericho lui porte le Walls of Jericho. Evan Bourne met le pied dans les cordes après un code breaker et là, enfin, la foule comprend ce qui se passe avec l'histoire de pied dans les cordes. Et Evan Bourne, un petit peu plus tard, va porter le Airborne pour la victoire dans un très bon match. C'était vraiment très cool. Le seul petit truc qui a empêché, je dirais, le match d'être encore meilleur, c'est que Evan Bourne, à mon goût, a trop vendu dans ce combat. Il était trop au sol, il n'a pas suffisamment rivalisé avec Chris Jericho, ce qui a fait qu'on n'a pas pu avoir des séquences ou en tout cas une tension palpable dans le match, comme ça a pu être le cas dans les combats Jericho, Rey Mysterio, CM Punk, Rey Mysterio et tout ce type de combat. C'est ça qui était un petit peu dommage, mais sinon, un très bon match là-dessus, bien sûr, rien à dire. Championnat du monde, poids lourd, 4 catcheurs, 10 minutes, 3 points de suture entre CM Punk qui maintenant porte un masque car il a la boule à zéro, vous le savez, depuis Over the Limit. On a Jack Swagger, on a le Big Show et on a qui d'autre? Ah, bien sûr, Rey Mysterio. Le match est fluide, il est bien timé, il est assez dense et il est aussi plein de combinaisons relativement originales par rapport aux 4 catcheurs qui sont ensemble dans le ring, qui est un contexte voilà, dont on n'avait pas trop l'habitude à l'époque à la WWE. Il y a un moment, je me suis dit, tiens, le Big Show a disparu, ça fait longtemps qu'on l'a pas vu, je sais pas ce qu'il a trop foutu, et juste à ce moment-là, où je me fais la réflexion, il arrive et il intercepte un 619. Pendant le match, Kane arrive avec un cercueil pour venger celui qui a attaqué Undertaker. À ce moment-là, CM Punk commence à avoir un petit peu les ch'tibs et il s'enfuit avec Luke Gallows. Et là, c'est Rey Mysterio qui profite un petit peu de toute cette confusion pour porter un 619 et un splash sur Jack Swagger et il remporte le match. J'avais aucun souvenir, non seulement de ce pay-per-view, de ce qu'il y avait dans le pay-per-view, à part Jericho Evan Bourne, ça je m'en souvenais, mais je me souvenais plus de ce match et je me souvenais encore moins du fait que Rey Mysterio avait remporté le titre de champion du monde poids lourd pour la 2e fois de sa carrière lors de ce pay-per-view. Grosse surprise, franchement, c'était top quoi. Là, une fois de plus, il n'y a aucun temps mort, il y a des surprises, il y a de la storyline, il y a du catch, même si c'était que 10 minutes, c'était 10 minutes qui étaient vraiment de grande qualité. Ce pay-per-view, je vous le dis les amis, ce pay-per-view, il est très bon, il faut le regarder. Alors évidemment, juste quand je dis ça, eh bien, on a le match pour le titre des US entre le Miz et R-Truth qui dure 13 minutes, ou à 13 minutes, je vous le donne dans le mille. Piscine de chiasse. Alors je sais pas trop ce qui s'est passé dans le match. J'ose espérer que c'est le genre de combat où on a dit ne faites rien de particulier, tout ce qu'on veut c'est que les autres matchs puissent briller et vous, votre combat, c'est une petite parenthèse, une petite respiration, une petite pause dans ce pay-per-view. Si on leur a pas dit ça, je sais pas ce qu'ils ont foutu. Parce que franchement, les gars ils étaient au sol pendant 3 plombes, le match a duré donc 13 minutes. J'ai l'impression que si on enlève tout ce qui était inutile, il ne reste que 5 minutes de combat, ou alors, à l'inverse, j'ai l'impression qu'ils ont essayé d'étirer 5 minutes de combat jusqu'à atteindre les 13. C'était nul à chier. Douleur absolue. L'Art Foundation, TJ Wilson, Harry Smith et Natalia contre les Usos et Tamina. Les Usos qui font leur début en pay-per-view de la WWE. 9 minutes, 2 points de suture, Natalia va remporter le combat pour son équipe après un match qui avait commencé un petit peu difficilement de par l'anonymat complet des Usos, mais déjà là, ils ont montré que par la qualité de leur boulot, ils étaient capables de prendre la foule et de l'avoir investie dans ce combat, d'être très attentive et surtout réactive. C'était une jolie petite surprise.
Donc après le match piscine de chiasse, je me dis que voilà, on continue à pas trop envoyer du lourd, hein, on en garde sous le capot, en tout cas j'espère pour le main event, pour le titre de la WWE. Donc match à 4. Pour le titre de la WWE, pas de disqualification, 17 minutes, 3 points de suture et demi entre Orton, Edge, Cena et Sheamus. Donc vous l'aurez compris, Orton est déjà remis de sa blessure qui a eu lieu un mois auparavant lors de Over the Limit. Bien entendu, vous retrouvez la review dans la playlist WWE dans la nuit des temps. J'avais oublié que ça existait ce petit truc où la moitié de la foule fait Let's Go Cena et l'autre moitié fait Cena Sucks. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas entendu et c'était un plaisir de me replonger comme ça dans cette époque lointaine mais non pas oubliée. Cena aussi c'est un petit peu un mystère parce que je me dis, il a eu une carrière illustre comme ça, pourtant il s'est jamais blessé je crois, hein, trop au genou, aux chevilles, alors qu'il a catché la plupart de sa carrière en basket. Franchement, il faut lui tirer un très grand coup de chapeau. Le premier vrai stress du match, c'est après un petit peu moins d'un quart d'heure, on a un STFU sur Edge, mais à ce moment-là, pop gigantesque de la foule lorsque Orton débarque et porte son RKO sur Cena. Et in extremis, Sheamus arrive et il sauve Cena pendant le pin de Orton. À ce moment-là, on est dans les vestiaires et on voit des mecs, alors c'est qui? C'est la Hart Foundation, on voit R-Truth, est-ce qu'on voit quelqu'un d'autre? Je sais plus. Donc les mecs sont en train de regarder la télé et on nous dit qu'ils sont en train de surveiller qui sera le champion parce qu'ils vont être un des prochains challengers. J'ai envie de dire, allez, c'est bon les mecs. Ok, pourquoi pas, mais ça va être quoi? Un match de 4 minutes à SmackDown ou à Raw? Parce que peu importe le vainqueur de ce match à 4, qui peut croire que l'un de ces bonhommes qui est en train de regarder dans les vestiaires peut être un quelconque danger? Là, j'ai pas capté ce qu'il voulait faire. Finalement, tous ces bonhommes se font tabasser par la Nexus, mais la Nexus n'en a pas terminé. Elle vient dans le ring et elle défonce John Cena et Edge. Je rappelle, pas de disqualification dans ce combat. Donc ça continue, la Nexus nique tout sur son passage, la Sheamus en profite pour faire le pin et il remporte le titre de la WWE. Là aussi, j'en avais aucun souvenir. Quelle surprise! Et non seulement surprise, mais en plus de ça, ça se termine vraiment génialement, j'ai trouvé, avec la Nexus qui va défoncer John Cena qui va manger le finish de tous les mecs de la Nexus. Alors il y a Wade Barrett, ils sont tous là, je vais pas tous les énumérer. Non bon bref, peu importe. En tout cas ce pay-per-view qui était très bon, il se termine maintenant sur une scène de chaos complet. Et c'était, je vous le dis, je vous l'avais dit, je pense que vous l'avez ressenti pendant cette review, c'était un très bon pay-per-view. À l'inverse de Over the Limit où je vous avais dit, si vous ne le voyez jamais, vous ne ratez rien, ce pay-per-view, franchement, vous pouvez le regarder. Bonne foule, très bon match, des angles, des surprises, des avancées, des storylines, bref, un pay-per-view complet que je vous conseille vivement.